Il est 22 heures sur Télé Djibouti et nous sommes le mercredi 19 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée au sommaire ce soir. Message d'adieu des corps diplomatiques et onusiennes faite par l'ancien ministre des Affaires étrangères djiboutien et actuel président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Et dans l'actualité internationale, Oxfam alerte sur la pénurie d'eau et le risque d'une épidémie grave dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'émotion était palpable dans les salons du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, un hommage appuyé a été rendu à l'un des plus fins artisans de la diplomatie régionale. Mahmoud Ali Youssouf, désormais appelé à présider la commission de l'Union africaine, une délégation du corps diplomatique conduite par le doyen des ambassadeurs, l'ambassadeur du Yémen, s'était réunie pour une double mission. Celui de féliciter la voix qui incarne Djibouti sur la scène internationale et lui adresser leur adieu alors qu'il s'apprête donc à occuper l'un des postes les plus stratégiques du continent. Lors de la rencontre empreinte de solennité, les diplomates présents n'ont pas tari d'éloges sur celui qu'ils considèrent comme un homme de consensus et de vision. Son habileté à naviguer dans les eaux souvent troubles de la diplomatie régionale a été saluée, tout comme son engagement indéfectible en faveur du multilatéralisme. Nombreux sont ceux qui ont rappelé l'empreinte laissée par Mahmoud Ali Youssouf au sein du système des Nations Unies et des diverses organisations internationales avec lesquelles Djibouti a su renforcer ses partenariats. Dans un contexte de mutation géopolitique et des défis sécuritaires croissants sur le continent, son expérience sera donc un atout décisif pour l'Union africaine. Et peu après cette réunion, Mahmoud Ali Youssouf s'est exprimé devant les ambassadeurs. Écoutons. Confiée par les chefs d'État africains est une mission extrêmement compliquée. Les défis qui m'attendent sont titanesques. L'Afrique, si je n'exagère pas, traverse une période très tourmentée. Les questions de paix et de sécurité sont des plus urgentes, aussi bien dans le Sahel, en Afrique des Grands Lacs et dans beaucoup de pays. Des crises internes qui sont parfois même dévastatrices. J'aurais besoin non seulement de tous les États membres de l'Union africaine pour mener à bien cette noble mission, mais également de tous les États partenaires de l'Afrique. Et tant que vous êtes les représentants de ces États partenaires avec l'Afrique, dont l'Afrique a besoin. Je suis sincèrement d'abord comblé par la confiance de nos chefs d'État africains, mais je suis en même temps accablé par cette lourde tâche qui m'a été confiée. Et je l'ai toujours, fait. J'ai travaillé sans relâche, sans m'économiser pendant des années et des années. Et ce qui aujourd'hui est récompensé, c'est le fruit de ce travail. Un travail, qui nous a permis, nous, en tant que République de Djibouti, tout petit pays du continent africain, d'être salués pour la sagesse du président de la République, le président Ismaël Omar Guelleh, sa politique de paix et de stabilité, son ouverture sur le monde et surtout, il a transformé ce pays en pays contributeur de la paix et de la stabilité pour l'Afrique et sur le continent, dans le monde de manière générale. Les réactions des uns et des autres affluent à la radio-télévision de Djibouti. Notre équipe de reporters ont pu interviewer la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui. Écoutons. Comme vous avez suivi hier soir, l'Agence nationale pour la promotion de la culture, sous tutelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé un concert au théâtre de Saline pour encore une fois montrer à quel point la jeunesse djiboutienne est satisfaite, contente, fière
que le candidat djiboutien a emporté, hein, et aujourd'hui il est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont voulu encore et encore témoigner de leur joie. Donc je les accompagne aussi pour dire donc bravo à notre collègue Mohamed Ali Youssouf, et je remercie bien sûr et je félicite aussi le président de la République qui est vraiment celui qui fait que Djibouti tout petit a quand même une diplomatie de géant et qui a soutenu son candidat jusqu'au bout. Donc toute la République de Djibouti aussi. La victoire de Djibouti, c'est la victoire aussi de l'Afrique. D'avoir maintenant à la tête de la Commission de l'Union africaine un président jeune et aussi très engagé dans tout ce qui est développement, épanouissement de la jeunesse panafricaine. Donc je dis bravo. Le préfet de Djibouti et plusieurs autres responsables djiboutiens se sont exprimés en ces termes. À l'heure où nous célébrons la victoire éclatante et historique de la République de Djibouti sur l'échiquier continental et international, je me réjouis à tous mes concitoyens pour exprimer ma fierté et adresser toutes mes félicitations au président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour la consécration de la diplomatie djiboutienne. Aussi, au nom de tous les personnels de la préfecture de Djibouti et à mon nom personnel, j'adresse toutes mes félicitations au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, élu triomphalement à la présidence de cette commission. Je peux exprimer également mes vœux personnels de pleine réussite dans l'exercice de hautes fonctions que l'Afrique vous a confiées, Monsieur le Président. Je mesure pleinement l'ampleur des défis auxquels vous devrez faire face. Bien sûr, c'est une grande responsabilité et je vous souhaite très sincèrement plein de succès dans vos nouvelles fonctions. Les attentes sont nombreuses et aussi grandes, mais je ne doute pas de votre détermination, de votre expérience et de vos compétences à mener des réformes justes et mesurées dans le respect des valeurs pour notre continent et de son ouverture sur le monde entier. Enfin, je suis convaincu que vous saurez contribuer énergiquement au rayonnement de l'Afrique à l'échelle internationale. Et j'espère que sous votre présidence, vous apporterez de nouvelles idées capables de relever les grands défis du monde contemporain et d'unir, bien entendu, vos sœurs et frères africains. Encore une fois, félicitations. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf. Et je tiens également à féliciter son premier supporter, le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui était la personne qui l'a soutenu. Et c'est aujourd'hui l'expression de sa politique qui se voit sur le terrain grâce à cette nouvelle élection. Donc, M. Mohamed Ali Youssouf, le nouveau président, donc, nous montre le chemin. Nous, en tant que responsables, nous, en tant que jeunes aujourd'hui, de hisser le pays, de hisser Djibouti à Djibouti, mais également à l'extérieur du pays. Donc, c'est un exemple pour nous. Et c'est un devoir pour nous de, comme lui, travailler pour le pays et faire en sorte qu'aujourd'hui, Djibouti gagne, non seulement à Djibouti, mais également à l'échelle africaine. Donc je félicite encore une fois le nouveau président et je félicite également toute l'équipe qui était derrière lui, à commencer par le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Je tenais à féliciter le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf. C'est une grosse fierté pour nous. On est très heureux que sa campagne se soit très bien passée. On était tous derrière lui. Et donc, Fardouz Hussein nous a rejoint sur ce plateau pour nous en parler de cet événement tant attendu, c'est-à-dire donc en quittant Djibouti pour Addis Abeba. Fardouz, Mohamed Ali Youssouf n'abandonne pas seulement un poste, il s'engage
dans une nouvelle mission qui sera donc scrutée avec attention avec les observateurs de la diplomatie africaine. Mais on le sait aussi, sa capacité à insuffler un nouvel élan à l'Union africaine sera déterminante pour l'avenir donc du continent. En effet, Ali, bonsoir tout d'abord. L'élection de Mahmoud Ali Youssouf, comme vous le disiez, à la présidence de la Commission de l'Union africaine marque un tournant décisif dans le rôle du pays et du continent africain. En prenant la tête de cette organisation continentale majeure, Mahmoud Ali Youssouf peut lutter pour consolider la position stratégique de Djibouti et renforcer également l'influence sur les grands enjeux de sécurité, de commerce et de connectivité maritime. La position stratégique sur les enjeux également stratégiques en Afrique. Djibouti, comme nous le savons, est situé à la croisée des routes maritimes entre la mer Rouge et le Bab el-Mandab et depuis longtemps est un acteur clé dans les questions de sécurité régionale. La présidence de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, permet au pays de jouer un rôle encore plus important dans la gestion des crises sécuritaires qui touchent les pays africains, mais aussi Djibouti doit bénéficiera notamment d'une stabilité politique qui en fait un partenaire de choix pour les forces de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme sur le continent. Sous la présidence de Mahmoud Ali Youssouf, l'Union africaine pourrait renforcer la coopération entre les pays africains pour faire face aux défis de sécurité majeurs tels que la piraterie dans le golfe d'Aden, les groupes armés dans la région du Sahel ou les tensions frontalières dans certaines régions. Djibouti, avec son rôle central dans la lutte contre le terrorisme également et sa participation aux missions de maintien de la paix pourrait servir à Ali de pont entre les différentes initiatives africaines pour garantir une plus grande sécurité continentale. En ce qui rappelle le rôle de Mahmoud Ali Youssouf qui jouera donc dans la commission, dans la présidence, rappelons que le rôle du président de la commission de l'Union africaine est le plus haut responsable et représentant légal de l'Union africaine et l'ordonnateur principal du budget de la Commission. Il est directement responsable devant le Conseil exécutif dans l'exercice de ses fonctions. Le président a été élu donc pour un mandat de 4 ans renouvelable. Merci Ferdous Hussein pour tous ces éclairages. Poursuivons ce journal avec les efforts régionaux pour renforcer la coopération et promouvoir un développement durable en Corne de l'Afrique. C'est le thème de la 23e réunion de l'initiative de la Corne de l'Afrique, Horn of Africa. Au siège de la Banque commerciale d'Éthiopie, présidée par Ahmed Shide, ministre des Finances de l'Éthiopie, et coprésidée par Mme Nena Nawaboufo, vice-présidente. La rencontre a rassemblé des décideurs politiques et partenaires internationaux, ainsi que des experts pour évaluer les 5 années écoulées depuis le lancement de cette initiative en 2019. Une matinée qui a débuté avec l'allocution solennelle de Ahmed Shide, qui a mis en lumière les avancées significatives réalisées sous l'égide ces 5 dernières années par cette organisation du Horn of Africa, qui ont été marquées par des progrès tangibles dans divers domaines, notamment l'infrastructure transfrontalière, la cohésion sociale et la gestion des ressources naturelles. C'est ce qu'a également déclaré le ministre djiboutien de l'économie, M. Ilyas Moussa Dawali. Toujours dans le cadre de cette 23e réunion ministérielle de l'initiative Horn of Africa, un panel de haut niveau s'est tenu pour examiner donc les expériences acquises. Écoutons. Dans le cadre de la 23e réunion ministérielle de l'initiative Horn of Africa, un panel de haut niveau s'est tenu pour examiner les expériences acquises et définir les perspectives futures de cette initiative stratégique. Le panel a permis aux ministres de partager leurs expériences respectives concernant la mise en œuvre de cette initiative visant à renforcer la coopération économique et à promouvoir le développement durable dans la région. Les discussions ont mis en lumière l'importance d'une approche régionale coordonnée pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux spécifiques à la Corne de l'Afrique. Les ministres ont également convenu que malgré les avancées significatives réalisées ces dernières années
plusieurs obstacles demeurent. Parmi ceux qui figurent notamment l'accès limité au financement, les difficultés d'intégration des infrastructures transfrontalières et les défis liés à l'accès aux marchés régionaux et internationaux. L'un des points forts du panel a été l'accent mis sur l'innovation et la durabilité. L'importance de lutter contre les effets du changement climatique en intégrant des considérations environnementales dans tous les projets régionaux ont été soulignés. Les ministres ont également discuté de la nécessité d'établir des partenariats stratégiques avec les acteurs régionaux et internationaux. La coordination accrue entre les pays de la région a été unanimement reconnue comme un facteur clé de succès pour atteindre les objectifs ambitieux fixés. Je vous emmène à Arta, où la Fondation Droit au logement IOG a procédé donc à la remise officielle des clés des logements sociaux à 100 familles vulnérables dans le chef-lieu d'Arta et de Ouéa, une cérémonie qui symbolise un pas de plus vers une société plus inclusive et présidée donc par le directeur général de la Fondation IOG Logement, Monsieur Mahmoud Ali Ousmane, donc en présence également de la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa Abdi, ainsi que plusieurs parlementaires et personnalités locales. Cette délégation a été chaleureusement donc accueillie avec beaucoup d'émotion et d'espoir pour les familles qui ont bénéficié donc et qui sont vues remettre les clés des maisons. Une action qui s'inscrit pleinement dans la vision de l'engagement du président de la République, Ismaël Marguelé, qui œuvre inlassablement pour le bien-être des citoyens et le développement des infrastructures adaptées aux besoins des populations les plus vulnérables. Très impliqué à titre personnel et privé, il accorde une attention donc absolue au bien-être de la population et au respect de leur dignité, veillant à ce que chaque Djiboutien puisse bénéficier des conditions de vie décentes et d'un environnement propice à leur épanouissement. Cette remise de clés marque une étape significative du programme logement social mené par la Fondation IOG Droit au logement, ce qui continue donc également à inspirer des initiatives similaires à travers le pays. Par cette action, la Fondation contribue activement au développement sociétal et économique de notre pays, renforçant ainsi les bases d'une société plus équitable et solidaire. Successivement donc dans leur allocution, Monsieur Mahmoud Ali Ousmane et Madame Fatouma Moussa Abdi, en premier, le directeur général de la Fondation IOG Droit au logement a souligné le rôle déterminant de la Fondation IOG dans l'accès au logement des familles vulnérables. Il a exprimé donc sa profonde gratitude à l'égard du chef de l'État pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille qui permettent également à la Fondation de concrétiser des projets ambitieux et améliorer également les conditions de vie les plus démunies. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes du Djibouti, Madame Fatouma Moussa Abdi, a pour sa part mis en avant l'impact social de ce projet qui offre donc aux familles un cadre de vie stable et sécurisé, ce qui permet également de se concentrer sur leur développement personnel et professionnel. La ville blanche, cette fois-ci, où un événement historique se prépare. Il s'agit demain, 20 février, où l'association des femmes de Tadjoura, l'AFT, célébrera son 25e anniversaire à l'hôtel Gadilé Resort. Une célébration marquante et qui se déroulera sous le haut patronage de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Un événement qui sera à l'honneur, le travail et les réalisations de cette association tout au long de ces 25 années donc au service de la communauté de la ville blanche. Les préparatifs de cet événement sont donc en bonne voie avec la collaboration active des membres clés de cette association et des cadres
Eh bien, la célébration de ce 25e anniversaire marque une étape particulière pour les membres de cette association. L'accueil des invités se fera également avec chaleur et convivialité, avec un programme bien préparé pour faire de cet événement un moment mémorable. La coordinatrice principale de cet événement n'est autre que l'honorable députée Oumma Hamid. Elle s'est exprimée donc peu après l'arrivée des invités. Oumma Hamid a rendu donc un hommage appuyé aux femmes de Tajoura pour leur travail acharné au cours de dernières décennies, précisant que certaines d'entre elles, malheureusement, ne sont plus parmi nous. Elle a insisté également sur le rôle essentiel joué par ces femmes dans le développement et l'impact positif qu'ont eu sur la société. La députée Oumma Hamid a également exprimé sa satisfaction quant à la participation de la première dame et présidente de l'UNFD à cet événement. Elle a précisé que Mme Khadra Mahmoud Haïd sera un symbole fort pour le soutien à l'engagement des femmes de la ville blanche. Fin de citation. L'association djiboutienne de l'évaluation, l'ADE, a organisé un atelier de grande envergure sur le thème « Le renforcement de l'écosystème de l'évaluation, défis et perspectives » à Ela Hotel. Un événement qui a réuni des acteurs clés du ministère sectoriel ainsi que des partenaires techniques et financiers tels que le PNUD, la Banque mondiale et l'UNICEF. L'atelier donc a servi de plateforme pour échanger sur des défis actuels de l'évaluation ainsi que les perspectives d'amélioration et de renforcement des capacités nationales dans ce domaine. Un atelier qui a été donc un moment précieux d'échange et de réflexion pour tous les participants qui sont donc ressortis avec une meilleure compréhension des défis, de l'évaluation et des solutions possibles pour les surmonter. L'association djiboutienne de l'évaluation, l'ADE, et ses partenaires se sont engagés donc à poursuivre leurs efforts pour améliorer l'écosystème de l'évaluation à Djibouti et à soutenir également la mise en œuvre des politiques et projets basés sur les données. Aujourd'hui, car ça va nous permettre d'explorer en fait les résultats du travail réalisé par l'ADE, toute son équipe, dans le cadre d'une série d'initiatives qui a été mise en place pour la promotion de la culture de l'évaluation à Djibouti. C'est un effort qui a été soutenu par le PNUD et qui, j'espère, trouvera toute sa place dans le débat public. Et notamment, je voudrais souligner, qui pour moi est un fait très important, qui pour nous est un fait important, c'est aussi la perspective de la société civile dans cette évaluation. Au sein des États et dans l'agenda du développement, tant au niveau national qu'international. L'évaluation, vous êtes tous des experts, vous savez, ça nous permet en fait une opportunité d'améliorer l'efficacité de nos initiatives, nos projets et nos stratégies. Écoutons à présent cette réaction de M. Yassine Mohamed Elmi, doctorant en économétrie statistique et spécialiste en suivi, évaluation et intelligence artificielle. Nous sommes dans la redynamisation de relance des activités. Il y a donc globalement 4 domaines traditionnels du MAEP, qui est donc l'axe 1, c'est la démocratie et gouvernance politique. L'axe 2, c'est la gouvernance et gestion économique. L'axe 3, c'est la gouvernance d'entreprise. Et l'axe 4, c'est développement socio-économique à large assise. Depuis le Covid, s'est ajouté une cinquième dimension qui est la résilience d'État face aux chocs et aux catastrophes. Et aujourd'hui, donc, nous avons intégré dans nos décrets cette cinquième dimension, qui est d'ailleurs déjà mise en œuvre dans certains pays. Et il y a donc plusieurs niveaux. Au niveau le plus élevé, c'est le forum d'État, où chaque année, au mois de février, le père s'auto-évalue. Dans un monde marqué de défis complexes, changement climatique, inégalité sociale, transition technologique, un écosystème robuste d'évaluation est indispensable pour garantir la transparence, l'efficacité et la redevabilité. Cet atelier s'inscrit dans cette vision partagée, celle d'un pays où l'évaluation n'est pas un simple exercice technique, mais un levier incontournable pour une action éclairée, responsable, un outil au service de la redevabilité, de l'apprentissage et de l'innovation. Pourtant, nous le savons tous, un écosystème d'évaluation solide ne se construit pas en un jour.
Il exige une collaboration multisectorielle, des outils innovants et surtout une volonté commune de placer l'évaluation au cœur des processus décisionnels. C'était donc respectivement le président du MAEP et le président de l'association d'évaluation. À présent, je vous propose de suivre donc les propos de Yassine Mohamed Elmi, doctorant en économétrie statistique et spécialiste en suivi, évaluation et intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est là pour participer à l'atelier national que l'association JIB Evaluation a organisé. Et le thème, c'était l'écosystème de l'évaluation à Djibouti, les défis et les opportunités. Donc vraiment, c'était un atelier très, très enrichissant. Donc on a beaucoup bénéficié, on a beaucoup partagé l'expérience, les compétences sur le suivi et l'évaluation, plus précisément la partie sur les défis et les opportunités, comment surpasser les défis dans les domaines du suivi et évaluation à Djibouti. Donc je remercie vraiment l'association, plus précisément le président de l'association qui a vraiment, avec son équipe, qui ont bien organisé l'atelier. Et c'était très très enrichissant. Il y avait beaucoup d'échanges entre les experts, entre les professionnels du milieu. Et c'est très important. Donc le suivi et l'évaluation, c'est un domaine très très important. C'est la base même, c'est l'outil même qui permet de suivre et d'évaluer, de voir de suivre les progrès qu'on réalise dans le cadre du projet. Ou en même temps, l'évaluation consiste à remédier ou bien à voir si le projet a un impact et si l'impact est positif ou pas. Donc l'évaluation est très très importante. En bref et en images, où l'Union de presse francophone de Djibouti, avec le soutien de l'ambassade de France à Djibouti, a lancé aujourd'hui les travaux d'un atelier sur l'éthique et la déontologie du journalisme. Une vingtaine de journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel, de la presse en ligne a participé à cette formation. L'atelier où les journalistes ont été présents avait pour thème l'éthique en journalisme, fondement et défis, le conflit d'intérêts, l'avenir de l'éthique, le journalisme, la déontologie, un guide essentiel, la protection des sources, le respect de la vie privée, l'avenir de la déontologie dans un monde numérique. Ils seront initiés aussi au code de déontologie du journalisme. De conférence. Donc, juste pour rappeler, en janvier, en collaboration avec l'Union de la presse francophone, a été la première formation sur la vérification des faits, organisée par l'expert Makrem Difali, qui a permis de reconnaître les fausses informations, d'apprendre les techniques et les outils de vérification de l'information, et enfin de travailler en petits groupes et ateliers pour confronter les différents points de vue. L'association Sunna Al-Haya et Société des pédiatres, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé un atelier de réflexion sur le redémarrage de la médecine scolaire et la prise en charge précoce des enfants présentant des troubles et du langage chez les enfants. Eh bien, un projet financé par l'UNICEF et la subvention de la CNSS pour une meilleure prise en charge des enfants. L'objectif de l'atelier est de redonner donc à la médecine scolaire un rôle essentiel dans la détection et la prise en charge des troubles du langage chez les enfants. Un atelier qui a vu la participation de la secrétaire générale de Sunna Al-Haya, Mme Amira Ahmed, le secrétaire général de la Société de pédiatrie de Djibouti, des experts médicaux, ainsi que des représentants du secteur éducatif. Par la suite, on va pouvoir, si on les prend bien en charge, réduire éventuellement le risque de développer d'autres troubles. Et en tout cas, on pourra mieux accompagner s'il existe par exemple des troubles au niveau du langage écrit, c'est-à-dire de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe. Tout ce qu'on peut faire le plus tôt possible est vraiment bénéfique pour l'avenir de l'enfant et lui permettre de mieux se développer, de mieux être inclus après à l'école et dans la société plus tard pour son travail. Je vous emmène donc à la ville de l'Unité d'Ikil, où la visite de l'ambassadrice de France à Djibouti a été donc effectuée par Madame Dana Purascu, qui a effectué cette visite donc à la ville de l'Unité, chef-lieu de la région, où ils ont été accueillis par Hassan Abdi Roblé, préfet de la région de l'Unité.
L'ambassadrice était accompagnée de son conseiller Gilles Pussy de la Ville-Lyon et ils ont été donc chaleureusement accueillis par le préfet de la région du Dikil à sa résidence où un protocole de courtoisie donc a été observé. Ce premier donc un échange qui a permis de poser les bases des discussions à venir. La visite s'est ensuite poursuivie au conseil régional de Dikil où Madame l'ambassadrice conduite par le préfet de la région a été reçue par Monsieur Mahad Hussein Ahmad, président du conseil régional, en présence des responsables des services déconcentrés et des habitants de la ville de l'Unité. Les échanges se sont ensuite intensifiés donc, au bureau du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmad, où l'ambassadrice et les autorités régionales ont poursuivi les discussions sur des sujets d'intérêt commun, notamment le développement de la région, des projets de coopération et les perspectives de collaboration. Une visite qui témoigne de l'engagement continu de la République française auprès de Djibouti et de son soutien aux initiatives de développement local. Elle marque également une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans les domaines de la coopération régionale. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, au Gaza, l'Oxfam donc alerte sur la pénurie d'eau et le risque d'une épidémie. Explication. À Gaza, la reprise de l'aide humanitaire, notamment l'approvisionnement en carburant pour les installations d'approvisionnement en eau, a légèrement amélioré l'accès à l'eau potable dans certaines parties de Gaza. 15 mois d'attaques militaires israéliennes ont détruit 1675 km de réseau d'eau et d'assainissement. Dans les zones les plus touchées, seuls 7% des nouveaux d'eau sont disponibles, ce qui accroît le risque de maladie. Dans le nord de Gaza, presque tous les puits d'eau ont été détruits, privant 700 000 habitants d'accès à l'eau. À Rafah, plus de 90% des puits et de réservoirs sont endommagés et la production d'eau a chuté, atteignant seulement 5% de sa capacité d'avant-guerre. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.